Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 septembre 2022. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à la reconstitution partielle et incomplète, va sans dire, et même, en fait, non pas juste qu'une reconstitution, le terme est inexact, à une recomposition d'une bibliothèque, en prenant pour acquis que les bibliothèques sont des organismes vivants. On s'entend là-dessus? Et qu'une bibliothèque, c'est jamais figé. C'est toujours en mouvement, c'est fluide. J'aurais envie de dire une bonne bibliothèque, elle est deleuzienne. Elle peut être obèse également, elle peut être boursouflée, elle peut être énorme, elle peut être chaotique. Et je pense ne pas avoir suffisamment insisté. Et je vais me vanter ici un peu, un tantinet du moins. Cette expérience unique d'aller chez les gens, d'aller constater in situ, d'aller observer l'habitacle d'un bibliophile, d'un bibliomane ou d'un simple amoureux des livres. C'est un énorme privilège. Les libraires, quand ils vendent un livre, ne savent pas ce qui arrive au livre, ne savent pas si le livre va être lu, ne savent pas la place que va occuper le livre dans la vie de son propriétaire, ne savent pas comment tout ça va s'articuler. Évidemment, moi, j'ai le privilège, en me portant acquéreur de bibliothèques privées, importantes, bien souvent, eh bien, d'entrer dans cet habitacle naturel, qui échappe à la majorité en fait, qui échappe à la totalité des gens. Parce que personne vit ça, personne voit ça. On fait l'histoire de la littérature. Dans toute la chaîne du livre, de l'écrivain, de l'autrice solitaire derrière son écran, au comité de lecture, au réviseur, au correcteur, au maquettiste, à l'imprimeur, au distributeur, au camionneur qui livre les livres, jusqu'au libraire qui propose dans un flux tendu des livres à profusion. Et les livres, la plupart du temps, rebroussent chemin, reprennent le camion, retournent chez le distributeur, où ils restent pendant un certain temps, un temps de plus en plus court. Avant, c'était 5 ans. Aujourd'hui, je pense que c'est 3. Et je me demande même si ce n'est pas 2 maintenant. Mais assurément, plus on va avancer dans l'extrême production d'ouvrages imprimés, plus le temps de rétention va se raccourcir. Et après, que se passe-t-il? L'éditeur propose à l'auteur d'acheter à 1$ pièce chaque livre avant d'être détruit, déchiqueté, pilonné, ensouvelé. Ensouvelé, oui. Et c'est tout. Et le livre retourne parfois dans des placards, dans le bureau où l'auteur et l'autrice ont tant peiné pour le faire naître. Et le placard devient une sorte de tombeau. Car les auteurs n'ont jamais autant d'amis à qui ils peuvent offrir, vendre ou donner leur, leur création. Alors, mais que se passe-t-il quand, une fois que le libraire d'occasion ou d'ancien a fait sa visite, alors ça dépend des situations. Parfois, on me demande, en fait, je ne me déplace jamais pour un petit nombre d'ouvrages. Je me déplace toujours pour beaucoup de livres. Et où la situation fait de telle sorte que les gens ne peuvent pas se déplacer.
soit parce que ce sont des personnes âgées, soit des personnes malades qui arrivent, ou tout simplement des défunts. Alors, ce sont les héritiers qui me contactent. Et parfois aussi, ce sont des tiers, des gens qui ont des liquidateurs testamentaires. Et ils sont là pour faire place nette. Alors, quand les quantités sont importantes, j'apparais. Et là, ben, souvent, ce qu'on me demande, c'est de tout prendre. Mais tout prendre suppose aussi une autre forme de travail dont je ne vais pas vous entretenir ce matin. Ce matin, est-ce que je vais plutôt me livrer à une sorte de, j'allais dire, comme je vous disais, de reconstitution, mais ce n'est pas tout à fait exact. Parce qu'une reconstitution aurait créé à l'identique la bibliothèque avec ses supports, avec ses étagères, et j'aurais créé le même ordre soit alphabétique, soit thématique, thématique et alphabétique, généralement, c'est dans l'ordre, et je vous aurais offert à quoi ça ressemblait, cette fameuse bibliothèque. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est de cette fameuse bibliothèque de 4000 ouvrages érotiques. Je n'avais jamais vu une telle chose en 30 ans de métier et je doute fort que cela se reproduise, car une chose qui ne se produit seulement qu'une fois en 3 décennies, il y a peu de possibilités que ça se reproduise. Mais ne sait-on jamais, dans ce métier qui est le mien, l'imprévisibilité, même si c'est un métier très studieux, l'imprévisibilité est la règle. Elle est la règle au niveau du chiffre d'affaires, elle est la règle au niveau je ne sais jamais comment ma journée va se dérouler. Je connais le cadre, il y a l'horaire affiché sur la porte d'entrée, et ça se limite à cela. Toute la journée, je vais recevoir des gens. Ces derniers temps, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'installer dans le fauteuil blanc que vous ne voyez pas, mais qui est à ma gauche, pour lire. Et, comme je l'avais dit dans quelques-unes de mes vidéos, maintenant, les gens qui entrent dans la librairie ne sont plus des clients. Ce sont des acteurs ou des figurants qui entrent dans mes propres lectures. Alors, vous voyez, les permutations commencent à être innombrables. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir sous vos yeux quelques cartons et je vais les disposer sur les rayons ici que j'ai vidés. Ici, normalement, c'est la section roman grand format, roman français et roman étranger. Mais là, pour les besoins de la cause, ça va être la section érotica. Je ne vais pas vous lire tous les titres. Mais normalement, vous voyez, ici, c'est assez étonnant le nombre de maisons d'édition, mais je vais vous en montrer quand même quelques-uns. Maisons d'édition que je ne connaissais pas. Ragage, par exemple. Je n'avais aucune idée de qu'est-ce que c'est. Et c'est le voyage intérieur, regard sur la masturbation féminine, et c'est une préface d'Ovidie, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la pornographie, mais dans sa petite vingtaine, donc il y a plus de 40 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est tout à fait revenue de ce périple, de cette expérience, et elle en est ressortie, j'ai cru comprendre, fort abîmée. Éric Jourdan, Saccage, La Musardine, ça c'est bien connu. Esparbec aussi c'est bien connu. Flaubert, Pierrot au sérail avec des dessins de Georges Pichard. Celui-ci, Régine Deforge, Chantal Chawaf, l'érotique des mots, ça doit être très très bien. Alors j'y vais en vrac, parce que ça, c'est pas la règle d'y aller en vrac comme ça. Le sulfureux Gabriel Madinef, Ivre du vin perdu, qui est sans doute son plus beau roman. On reconnaît ici la fameuse phrase détournée du film de Jean-Luc Godard, fraîchement décédé. « Et mes seins, tu les aimes? 50 fantasmes cinématographiques. Les 50 plus belles scènes érotiques au cinéma. » Psychologie de l'art érotique.
Lionel Dax, la caresse. J'ai consacré une vidéo il y a quelques semaines à Lionel Dax. Livre qui m'avait beaucoup plu. Je pourrais me taire, et d'ailleurs c'est ce que sans doute je vais faire. Je vais me taire un peu. Parce que dans le travail de libraire, il y a quelque chose de très, très contemplatif. Et le travail du classement, c'est aussi un travail de réflexion. Car chaque livre doit être normalement, correctement placé à sa place. Et il y a un travail de mise en place dans l'esprit qui se fait préalablement avant que avant que le geste suive. Alors, on comprend ici dans les quelques livres que j'ai classés qu'il y en a qui appartiennent au domaine cinématographique. Il y en a, bon, Giono d'ailleurs, en fait, je pense que c'est le seul écrivain non spécialisé dans l'érotica, et Karen Blixen également, qui avait la faveur de cet amateur. Alors, normalement, il va sans dire, Karen Blixen, format poche, ça va dans la section format poche, roman étranger. Giono, roman étranger également. Ici, il y a des formats poches et il y a des grands formats. Alors, je ne devrais pas les mettre en vrac comme ça, mais je les mets en vrac. Ici, une petite curiosité. David Warmaker, qui était un jeune poète. C'est un zine, je vous le montre. Et j'ai été étonné de retrouver ça dans sa bibliothèque. Et David Warmaker écrivait et fréquentait la librairie des revues, la librairie Le Chercheur de Trésors, où à chaque mois, il faisait paraître le steak haché. Et David écrivait dans le steak haché. Anonyme, le poète libertin. Alors, c'est une manière expéditive de faire les choses, mais alors, cette bibliothèque, vous voyez, je la transforme. Elle n'est plus ce qu'elle était. Elle est agencée autrement. C'est une création nouvelle, autrement dit. C'est une installation qui va être fugace, car une fois la vidéo terminée, je vais remettre les livres dans les cartons, car je n'ai pas le temps de m'en occuper, et je n'ai pas le temps non plus, vu la grande quantité d'ouvrages érotiques, de dégager un espace où les livres sont moins prisés pour faire place à cette marée d'ouvrages érotiques. Alors donc, je vais faire une des choses que tous les libraires font, c'est-à-dire je vais ajourner. Ça aussi, ça fait partie de notre définition de tâche. Nous remettons à plus tard. Et cette chose, remettre à plus tard, c'est que les libraires d'occasion et d'anciens, qui sont l'équivalent des coureurs de fond, nous ne sommes pas des marathoniens. Alors nous pouvons avoir sur nos rayons des livres qu'on va mettre un certain nombre de temps à vendre. Nous acceptons donc de travailler sur la durée. Et la durée, comme nous travaillons sur la durée, eh bien, il y a un certain nombre de tâches que nous ne cessons pas de remettre à plus tard. Remettre à plus tard pourrait être quasiment notre credo.
dans un commerce normal, remettre à plus tard peut être assez fatal, mais pas dans notre cas. En fait, cette vidéo, je l'aurais voulu plus silencieuse, plus contemplative, pour vous faire sentir les trois dames de la Casbah de Pierre Loti. Pour vous faire sentir la plénitude qui peut régner dans une librairie. Pas toujours dans la mienne, étant donné que je suis plutôt volubile et que par un curieux hasard, tous mes clients sont également volubiles. Et ça, c'est l'autre chose que les gens n'imaginent pas. C'est que les amoureux des livres, même si une partie importante de leur passion s'accomplit dans le silence, lire, généralement on le fait dans le silence, la plupart brûlent du vif et du ardent désir de partager leur passion avec d'autres lecteurs. De là, la naissance des innombrables clubs de lecture où non seulement on crée du lien avec des gens qui partagent la même passion, et on se réunit autour d'un même objet, un titre unique, et on en discute. Alors, la plupart des rats et des rattes de bibliothèque ne sont pas des êtres mutiques, ne sont pas des êtres silencieux. Et souvent, ils sont empêchés dans l'expression de leur passion, soit parce qu'ils ne trouvent pas autour d'eux des gens qui vivent au même rythme des pages tournées, des livres acquis, des fréquentations des librairies. Et puis il y a des titres assez étonnants. Moiteur intime. Julien Sandre, qui a été pendant un temps un de mes contacts Facebook, mais pour une raison que j'ignore, il m'a retiré de ses contacts. Il avait le droit. Mais voyez, ça c'est un peu bête. C'est un bel exemple aussi. Le fait qu'il m'ait retiré de ses contacts fait de telle sorte qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de lire ses livres. Un effet, ça c'est un autre effet des réseaux dont on pourrait parler longtemps. Ces écrivains qui ne parlent que d'eux et qui ne s'intéressent absolument pas à ce qui se passe autour d'eux. Sur les réseaux, j'entends. Alors, il y a des artistes où c'est tout ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils font. Et ils imaginent que les réseaux sociaux, c'est un réservoir potentiel de clients. C'est méconnaître comment ça fonctionne. Les réseaux, moi j'adore les réseaux, vous le savez, j'en fais un usage abondant, mais c'est la création d'une communauté. Et cette communauté, chacun devrait pouvoir non seulement s'exprimer, mais pouvoir entrer en relation. Mais beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes ne voient que le côté commercial de l'affaire, tout en blâmant leurs éditeurs de ne pas faire leur travail. Il y a des titres très surprenants ici. Confession d'un pornographe romantique. Bon, le livre n'a pas été déballé parce qu'il appartenait, ce livre, à la deuxième section. Il y avait une section de livres lus chez cet amateur de livres érotiques. Il y avait une section de livres lus, il y avait une section de livres non lus. Et la section, c'était 2 pièces séparées. C'était quelqu'un d'extrêmement méthodique, tout en étant extrêmement passionné. On l'aura compris. Et personnellement, je n'imaginais pas qu'il pouvait avoir autant de livres érotiques. Bon. Le livre d'Arthur Koestler,
les call girls, mais c'est pas un truc érotique. C'est un truc politique. Et il y a des titres très amusants. Ici encore, Régine Deforge et Sonia Riquiel. Casanova était une femme illustrée par Claire Bretécher. Ça doit être assez extraordinaire. Ça fait quand même une sacrée belle section, hein? Cet amoureux des livres érotiques avait réussi à créer une sorte de thébaïde à la Désessinte, le personnage d'Arrebourg de Huysmans. La Bretagne érotique. Éros, la Bretagne et les Bretons. Ben, vous placeriez ça où? Vous le classeriez où, ce livre? Hein? Dans la section voyage, dans la section histoire régionale de France, dans la section érotica. Et c'est publié aux éditions du Temps. Maison d'édition que je ne connais pas. Et je l'ouvre et pourtant ça m'apparaît assez chaste comme ouvrage. Ah, mais quand même, les choses se corsent vers plus on avance dans le texte. Sans P. Klossowski. La cuisine érotique de Tante Tine enseignée aux jeunes filles. Pierre Mac Orland. Le père Miller de Gérald Robitaille, qui a été le secrétaire d'Henri Miller pendant 10 ans, comme vous le savez, et qui offre un récit assez... Miller, ça pouvait être un petit dictateur, hein? Il n'aurait pas aimé être son secrétaire. Rémy de Gourmont. Vous avez même droit d'entendre le son des livres qu'on retire des cartons et le bruit que fait les cartons quand ils s'écrasent au sol. Ah, vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce livre il y a quelques jours, alors je vais le retirer. Ah oui, c'était quoi le livre? Ah oui, c'était Loïs, le moine. Artaud en a beaucoup parlé. Cet autre titre, publié dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, Finitude, et le titre est magnifique, L'atelier de la chair. Mon ami Maxime Catelier, Le corps de la Deneuve. Peut-être est-il autographié, car... eh oui, il est autographié, car cet amoureux des livres fréquentait le Salon du Livre de Montréal et achetait les livres, et il était également un amateur d'autographes. Ce qui n'est pas anecdotique aussi, parce que c'est assez merveilleux. Ça, c'est un autre aspect de la bibliothèque que je pense n'avoir jamais évoqué devant vous. C'est la passion des amateurs d'autographes qui leur est destinée. Et le lien physique, la rencontre entre un auteur et son hypothétique lecteur ou lectrice, et la constitution d'une section consacrée aux livres qui ont été autographiés et qui nous sont destinés, c'est quelque chose
Et puis la couverture, elle est de Jean Benoît. C'est assez extraordinaire, ça aussi. Le corps de la Deneuve. Alors l'autographe, a été, je le lirai pas, mais c'est le 19 novembre 2010. Alors, il y a déjà près de 12 ans. Maxime était encore un tout jeune homme. Encore Julien Cendre. S'il ne m'avait pas retiré de sa liste, peut-être le lirais-je. Il y a quelque temps aussi, parce que j'ai dans mes contacts, dans ma communauté facebookienne, j'ai beaucoup d'écrivains. Et il y en a un dont j'ai entendu beaucoup parler en bien. Et ses interventions sur pro-Poutine, il explique, il comprend, là, lui. Là, il comprend les chambres des tortures, il comprend les charniers découverts, il comprend ça, lui, le mec. Et à un moment donné, moi, je n'interviens jamais sur la page des autres pour leur signifier mon désaccord. Je trouve que c'est d'une arrogance folle. Bon, il y en a qui jugeraient que c'est une manière d'échanger, mais pour moi, non. Il y a des positions, ils sont tellement déjà irréconciliables en soi que c'est de l'élégance de ne pas intervenir. Autrement, le clash est total et si on entre dans une escalade argumentative, c'est sûr qu'à un moment donné, l'un ou l'autre va appuyer sur le bouton rouge et va faire exploser la relation. Alors, je me garde bien d'intervenir. Alors, mais lui est intervenu, puis il est intervenu à quelques reprises. Mais à un moment donné, j'en ai eu assez, parce que j'ai trouvé que c'était intrusif, et en plus, ses arguments étaient débiles. Bon, ce que je me gardais bien de lui signifier. Voulant ménager la relation, à minima. Et puis à un moment donné, je savais que c'était un écrivain, je lui ai dit, vous savez, à force de vous lire, là, vous m'avez fait perdre le goût de lire vos livres. Ce qui est quand même un argument définitif lorsqu'on a affaire à un écrivain. Alors, vous doutez bien de ce qui s'est produit. De rechef, il m'a éliminé, il m'a atomisé de ses relations. Alors voilà, ça c'est un mauvais usage à mon sens. Quand on est un écrivain, oui, évidemment, on peut dire ce qu'on pense. Mais ces interventions sur la page d'autrui, en connaissant très bien mon point de vue, moi, il n'y a pas une journée où je ne suis pas horrifié de ce que font les Russes, de ce que fait Poutine à son peuple. Et c'est pour ça aussi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le boycott des artistes russes. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut les accueillir, et les dissidents russes, il faut les accueillir, même les accueillir ici, au Québec, et les aider à préparer le renversement du régime. Je pense que le bloc occidental doit être un asile politique pour les opposants. Et la bataille n'est pas que physique, ou n'est pas que corporelle, n'est pas qu'existentielle. Il y a une bataille des idées, il y a une bataille aussi des mots. Et que les opposants russes, je veux dire, ont le droit de quitter leur pays, et d'où ils seront logés, hébergés, accueillis, d'entreprendre une guerre intellectuelle contre un régime inique. Alors, voilà. Et pour moi, c'est tellement clair. Vous voyez, je me suis abstenu quand même, Colette, Lettre à Moon et au Toutounet. Imagine bien le genre de relation. Robert Chartam, Mémoires intimes. Gérard de Cortance, qui a écrit un très beau livre sur Philippe Solers. François X-Côté, qui est un poète québécois qui a une jolie réputation. Alors, vous voyez, c'est quand même 3 rayonnages, en fait 3 rayonnages, et pour ce faire, 3 cartons. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Il y a beaucoup de choses à dire.
sur le réagencement d'une bibliothèque, sur la migration d'une bibliothèque d'un point à l'autre, les conditions de cette migration, dans quelles les conditions j'entends par là, la négociation, le déplacement, la négociation, la sélection, la mise en boîte, le transport. Et que se passe-t-il une fois que la précieuse cargaison débarque à la librairie? L'évaluation des livres en eux-mêmes, le classement, la disposition. Là, j'ai voulu vous donner un aperçu parce que, bon, cette bibliothèque-là, en tant que telle, appartient maintenant au passé. Et les livres qui sont là vont être à leur tour disséminés dans d'autres bibliothèques. Et ils vont revivre, ils vont reprendre pied dans une autre dimension. Et ils vont participer, par leur acquisition, à une transformation de ce qui se passe dans le cerveau d'un lecteur. Et ça aussi, les permutations, les modifications, les agencements sont infinis. En fait, la bibliothèque, c'est le lieu des possibles, c'est le lieu de toutes les utopies. C'est des lieux de résistance également, même si j'aime pas trop le mot résistance s'appliquant à la vie intellectuelle, on va dire sauf pour les exilés russes. C'est comme une centrale énergétique. Les livres transforment notre vie. La présence des livres transforme notre vie. Ce sont des transformateurs d'existence, les livres. Je vous remercie d'être avec moi. Le sujet est infini. C'est mon sujet préféré et je pense tenir vraiment quelque chose. J'espère que j'aurai le temps, à un moment donné, de tout classer, tout ça, de tout relier ça, en tout cas d'en relier une partie, sur la vie intime du lecteur, qui est la chose la plus importante, sauf si on est un écrivain. C'est le paradoxe de l'affaire. Les écrivains sont dans leurs œuvres, sont dans leur écriture. Ils espèrent, ils escomptent quand même que le livre va être reçu, mais ils n'en savent jamais rien, ils ne savent jamais dans quel contexte le livre est reçu, ils ne savent jamais ce que le livre provoque, et même ils ne savent même pas ce que leur personne provoque, ou encore comment ils agissent sur les réseaux sociaux. Et ça, de ce que je peux observer, beaucoup d'écrivains pensent simplement, je me répète, que les réseaux sociaux, ce n'est qu'un bassin de clients potentiels. C'est une erreur, ça. Si on veut avoir des clients, il faut procéder autrement. Et beaucoup ne comprennent pas la nécessité de créer une communauté et de s'intéresser aussi aux autres. Nous, les libraires, on sait qu'il faut s'intéresser aux autres, à tous les autres, à ces autres multiples, infinis, autour de nous et à tous ceux qui, quotidiennement, franchissent le seuil de notre porte. À demain.